Nous pensons fort, très fort, à Josette Audin, l'épouse de Maurice, privée de son mari, qui viendra demain après-midi. Elle y tient beaucoup sur la fête, inaugurée avec nous symboliquement, la place Maurice Audin de la fête. Nous pensons aux enfants, aux petits-enfants. Nous pensons à tous ses camarades communistes, au premier rang desquels Henri Allègre. C'est une longue bataille menée par le Parti communiste français, des associations, le comité Maurice Audin, des personnalités d'opinions diverses, de nombreux parlementaires, les parlementaires communistes, mais aussi un parlementaire comme Cédric Villani qui viendra demain ici avec nous inaugurer cette place. Ce fut un long combat que mena l'humanité avec constance depuis 1957. Un combat qui valut à notre journal d'être saisi et mis au pilon sur ordre des services de la police et de l'armée et sur commandement d'un ministre parce qu'il avait publié une lettre ouverte du dirigeant communiste Léon Fex au garde des Sceaux de l'époque avec cette question simple qui barrait la une du journal: où est passé Maurice Audin? Puis d'innombrables articles, enquêtes, prises de position seront frappés de censure. Sans cesse, l'humanité aura réveillé, poussé ce combat. On se souvient notamment de la grande série d'enquêtes et de ce que nous avons appelé l'appel des 12, qu'a animé sous la responsabilité à l'époque de Pierre Laurent, qui était directeur de la rédaction de l'Humanité, avec talent et esprit d'ouverture, Charles Sylvestre. Cet appel des 12, Henri Allègre, Josette Audin, Simone de la Bollardière, Nicole Dreyfus, Laurent Schwartz, Gisèle Halimi, Germaine Tillon, Alban Liecci, Jean-Pierre Vernant, Madeleine Ribériou, Pierre Vidal-Naquet. Votre combat n'a pas été vain et l'humanité s'est mise à ce service. Depuis, surtout ces derniers mois, c'est Maude Vergnol, rédactrice en chef de l'Humanité, qui a accéléré le mouvement en consacrant beaucoup d'énergie pour réactiver ce travail qui porte ses fruits en cette journée. Après l'appel d'un témoin ancien appelé à mon bureau, elle a accueilli son témoignage et publié plusieurs articles. Puis, quelques semaines plus tard, elle a mis sur pied une lettre ouverte de 50 personnalités au président de la République, demandant cette reconnaissance officielle de la torture subie par Maurice Audin et son assassinat par l'armée française. L'humanité, une nouvelle fois, peut être fière d'avoir été utile. Cette étape est importante, indispensable pour que s'effectue le travail de mémoire et de deuil. La France doit avoir le courage de regarder son histoire en face. Une chape de plomb se lève. Cette reconnaissance d'État peut libérer des esprits en donnant toute leur force, toute leur place à la recherche de la vérité. Les mémoires françaises et algériennes permettront aux générations à venir de préparer précisément un avenir commun. Nous y reviendrons demain en plus de détails à l'occasion de l'inauguration de cette place, après un débat qui aura lieu ici même en début d'après-midi. Chers amis, chers camarades, notre fête prend place dans un contexte géopolitique, politique, social, économique totalement nouveau. Ce n'est pas, comme on dit parfois, l'époque qui change. Nous sommes en train de changer d'époque. Au cœur de celle-ci
se déroule une lutte de classe féroce, une lutte dure entre les Lumières et l'obscurantisme, entre les forces d'émancipation et les forces de la régression, s'acharnant à défendre un capitalisme mondialisé dont de plus en plus de citoyens à travers le monde s'en rendent compte qu'il nous mène à la catastrophe. L'humanité fait face à des menaces, pour beaucoup d'entre elles, d'une ampleur inédite. Certaines sont nouvelles, d'autres ressurgissent et s'enracinent. Les participants de la fête de l'humanité viendront ici, qu'ils soient militants, sympathisants ou qu'ils viennent assister à des concerts ou des débats, ou profiter en famille de ces 3 jours de fête avec ce bruit bourdonnant du monde en tête, avec les inquiétudes qu'ils génèrent, avec leurs difficultés, avec leurs espoirs aussi. Cet espoir de portée révolutionnaire du mouvement mondial des femmes pour le respect, l'égalité et la justice. Celui qui appelle à sortir des austérités en relevant le pouvoir d'achat, celui des associations, des citoyens qui se mobilisent comme samedi dernier pour sauver la planète du désastre environnemental, celui de cet immense élan de solidarité avec les réfugiés exilés, celui du monde sportif qui refuse que leur ministère, et c'est de bon sens, n'ait désormais un budget moins important que le 2e club de foot professionnel de notre pays, celui des élus locaux qui refusent la diète, celui des retraités qui refusent de se faire essorer pour qu'une partie de leur retraite soit transférée dans les caisses du grand patronat, celui des militants et des combattants de la liberté, ici, contre la répression syndicale, celui de cette lutte européenne qui a lieu aujourd'hui même, de tous les travailleurs de la compagnie aérienne Ryanair qui sont en lutte, celui des grands combats émancipateurs et pour la paix à travers la planète qui vont retentir dans le village du monde. Respect et souveraineté pour les Kurdes. Action renforcée, Monsieur l'ambassadeur et vos amis, Monsieur le ministre, qui va nous rejoindre demain, pour que le peuple palestinien accède à sa souveraineté et à la liberté. Oui, liberté pour les prisonniers politiques, au premier rang desquels Marwan Barghouti. Liberté pour Salah Hamouri. Et malgré les craintes que nous avions jusqu'à ces dernières heures, nous avons tout de suite une bonne nouvelle à vous donner. Notre jeune ami, Ahed Tamimi, et son papa et sa maman viennent enfin de pouvoir passer le dernier checkpoint qui les met désormais dans le territoire de Jordanie, et ils sont en train de prendre l'avion et ils vont rejoindre la fête dans quelques heures. Liberté pour les peuples latino-américains et particulièrement pour Lula au Brésil. Injustement emprisonné, interdit de se présenter au suffrage des électrices et des électeurs. Mais on sait maintenant pourquoi les forces de la réaction, les amis de la dictature et du proto-fascisme l'empêchent d'être candidat. C'est parce qu'il était déjà, sans avoir fait campagne, sans avoir fait un seul déplacement,
dans une seule rue, dans un seul appartement, il était déjà à 40% des voix. Tous ces combats et bien d'autres vont retentir ici, vont irriguer la fête de leur force et de leur détermination. Nous accueillons ici tous ces combats. Au-delà, nous nous faisons un devoir d'accueillir chacune et chacun, quelles que soient ses opinions, quelle que soit son appartenance à quelque parti, des forces progressistes démocratiques, quelque association humaniste démocratique, quelques syndicats, avec toute la bienveillance requise. La nature de cette fête, son caractère unitaire, cordial, chaleureux, fraternel, constitue un bien si précieux que nous allons nous efforcer, dans cette fête encore, de le préserver. La fête de l'humanité, elle est à la disposition du front large des travailleurs et des citoyens, mobilisés, engagés ou tout simplement inquiets et à la recherche de solutions et de perspectives face au tapis de bombes des contre-réformes macronistes. Le forum social, comme cette agora de l'humanité, comme le stand du Conseil national du Parti communiste et de nombreux autres stands dans la fête, vont être l'écho vivant de ce refus, de ces rejets. Et nous allons prendre ici, samedi en début d'après-midi, une initiative originale. Nous allons nommer le gouvernement des luttes. Le nouveau monde dont se prévaut le pouvoir en place se révèle en fait être un tout petit monde, celui des privilégiés et des coteries, étroit et méprisant, loin, très loin du quotidien harassant de milliers, de millions de nos concitoyens. Mais il n'y a pas d'avenir, il n'y a plus d'avenir dans l'accaparement des richesses produites par le travail humain par quelques actionnaires qui se gavent comme jamais. 10 mois, 10 ans, mois pour mois après la déflagration boursière de l'année 2008, les dividendes fleurissent comme jamais. Plus de 50 milliards d'entre eux, soit un dixième du total mondial, ont été empochés par ce que le président de la République a osé encore appeler ce matin ses premiers de cordée, avec une métaphore assez bizarre, puisqu'il dit « mais il faut des premiers de cordée et il faut des cordes pour maintenir les derniers de cordée là où ils sont ». Parce que s'il avait voulu annoncer un plan contre la pauvreté, pour le bien-être, il aurait pu, par exemple, annoncer une augmentation du SMIC. Il aurait pu, par exemple, annoncer une augmentation de tous les minima sociaux, toutes les prestations sociales. Il aurait pu, par exemple, être révolutionnaire, lui qui écrit des livres où c'est marqué « révolution ». Il aurait pu dire « finalement, j'ai bien réfléchi, je vais inventer un système où pour chaque homme, chaque femme, chaque jeune dans ce pays, je vais garantir un travail, la santé et un logement ». Mais évidemment, il ne l'a pas fait. Parce qu'il ne suffira pas de balancer des milliards qu'on recycle comme de la vieille vaisselle. Et il ne suffira pas de nous promettre pour l'année je ne sais quand un revenu universel d'on ne sait quoi. Parce que, à force de nous promettre quelque chose à l'horizon, il ne faut jamais oublier que selon la définition du dictionnaire, l'horizon, le meilleur horizon pour les pauvres, c'est comme cette ligne imaginaire qui s'éloigne au fur et à mesure qu'on s'en approche. Heureusement que le Secours populaire, le Secours catholique, la Croix-Rouge,
les Restos du Cœur et d'autres sont là pour se battre, pour apporter quelques réconforts à celles et ceux qui n'ont rien et ont besoin de tout. Ces associations, leurs bénévoles, méritent toute notre reconnaissance, celle de tout le pays. D'ailleurs, entre nous soit dit, avec le Secours populaire, avec Julien Lauprêtre, nous allons avoir dans les prochains mois un travail extrêmement précieux. Vous vous souvenez sans doute qu'il avait fallu se battre durement contre une décision de Mme Merkel et de M. Sarkozy de supprimer le programme européen d'aide aux plus démunis que nous avions sauvé in fine au Parlement européen, et le Conseil avait dû nous suivre. Mais ce programme est à nouveau menacé et il va falloir prendre des initiatives dont le Président de la République n'en a dit mot ce matin. Chers amis, malgré les apparences du rapport de force électoral de cette fête, n'aurons-nous pas à porter plus profondément le fer dans la chair du capitalisme, pousser le combat avec encore plus de détermination sur l'enjeu fondamental de notre époque, changer de système, sortir de l'appropriation privée et de la monopolisation du capital et inventer la société, le monde des communs, inventer ce que nous appelons, nous, le communisme, d'autres l'appellent autrement, mais nous disons la même chose, celui qui prolonge le meilleur des actions, des luttes, des traditions, des réflexions du mouvement révolutionnaire français. Chers amis, chers camarades, notre fête survient dans un contexte géopolitique complètement nouveau. Des forces obscures que l'on croyait hier cantonnées à la périphérie du débat et du pouvoir gagnent du terrain jusqu'au sommet des États. Toutes les récentes élections témoignent de leur poussée spectaculaire dans les urnes, mais aussi, malheureusement, dans trop d'esprits. Au cœur d'une lutte idéologique féroce qui a cherché à porter un discrédit sur toutes les idées progressistes, les idées communistes, elles ont frayé leur chemin, prétendant s'affirmer en contestation de l'ordre néolibéral. Elles sont parvenues à faire entrer dans des esprits, des idées parmi les plus rétrogrades, le nationalisme le plus rance, le racisme et la xénophobie. Elles prétendent incarner la nouveauté quand elles ne sont en réalité que l'expression nocive et meurtrière des contradictions et des impasses du capitalisme. Elles prétendent soutenir les aspirations populaires quand elles mènent partout, en Hongrie, en Autriche, en Pologne, des politiques antisociales, allongeant en Autriche le temps de travail hebdomadaire à 67 heures, réduisant drastiquement les impôts sur le capital en Italie, lançant des guerres commerciales comme le font les États-Unis du sinistre Trump. Elles gagnent le soutien d'un fascisme de rue que l'on croyait éradiqué, violent et meurtrier, comme on est en train de le voir en Allemagne et partout. L'immigré, le musulman, sont pointés comme des boucs émissaires. L'immigration serait, nous dit-on, le grand sujet clivant, un prétexte même à la création de nouveaux mouvements, à gauche de surcroît. La presse et les idéologues de la droite se délectent des divisions qu'ils ont réussi à instiller, encourageant les fragmentations politiques dans la gauche sur les thèmes qu'ils ont réussi à imposer dans le débat. Il ne faut pas se laisser piéger par cela, puisqu'il faut le dire et le redire. Non, ce n'est pas l'immigré le problème, c'est le banquier et c'est le capitaliste.
Et c'est le capitaliste qui toujours utilise la précarité humaine pour exploiter, asservir, diviser, quelle que soit la couleur de notre peau et quel que soit l'endroit d'où on vient. Oui, de cette fête de l'humanité, nous allons réaffirmer que les réfugiés exilés méritent d'être accueillis dignement en France, ce pays dont ils ont contribué et contribuent toujours à se donner des ponts, des lignes de métro, des routes et des lignes de chemin de fer. Le destin de l'humanité n'est pas celui d'un repli de chacun chez soi. Le destin de l'humanité est celui d'un monde mélangé, métissé. Telle est la réalité du monde qui vient, interconnecté, portant au cœur des contradictions du capitalisme la possibilité d'une unité supérieure du genre humain. Telle est la vocation des nations vivantes et non des nations mortes, portant en elles la loi de la race et du sang. L'enjeu, notre enjeu, est de ne pas laisser le marché capitaliste décider seul ni de l'utilisation, ni de la localisation de la main-d'œuvre, qu'elle soit immigrée ou pas, de lutter pour l'égalité des droits, d'offrir à la population immigrée et réfugiée un droit nouveau à la formation pour faire progresser l'ensemble des sociétés ici comme dans les pays du Sud. Cette fête va être la fête qui va combattre cette Europe forteresse. Ça va être la fête qui va appeler à révolutionner la construction européenne. Oui, nous le disons clairement et nettement, nous voulons remplacer cette Europe des marchands et de l'argent par une Europe de la solidarité, de la coopération, une Europe du travail et de la création, une Europe qui se fixerait pour ambition de garantir un travail et les formations, la santé, le logement à chacune et chacun des citoyens européens. C'est le sens de multiples débats qui auront lieu sur cette fête. C'est le sens de multiples rassemblements que tiendra notre ami Yann Brossa dans différentes allées de la fête avec Pierre Laurent. Chers amis, évidemment, durant ces 3 jours de fête, l'Humanité, ce beau journal qui porte un si beau nom, si adapté à l'époque que nous vivons, car, comme l'a écrit Jean Jaurès dans son premier éditorial, notre but, c'est à la réalisation de l'humanité que nous travaillons. Il ne croyait pas si bien dire, car après une longue période de progrès, nous sommes rentrés dans une période de décivilisation, de déshumanité. Et ce journal, avec l'Humanité dimanche, avec la plateforme numérique, avec la fête de l'humanité, porte en son cœur ce que nous portons partout, ici, l'humain d'abord. Il porte chaque jour, chaque semaine, la démonstration de la nécessité d'avoir accès à un décryptage de l'information de telle sorte qu'on puisse se mouvoir dans notre société et dans notre monde. Sans l'humanité, qui aurait soutenu cette belle lutte des cheminots au printemps dernier ? Sans l'humanité, qui a été le premier partenaire du Secours populaire français, qui porterait la voix de ceux qui, aujourd'hui, n'ont jamais voix au chapitre? Sans l'humanité, qui relayerait les luttes, petites et grandes, dans les entreprises publiques et privées, dans les bureaux,
Qui porterait le combat des étudiants contre Parcoursup? Qui porterait la voix de nos amis kurdes en faisant la clarté, en disant toujours ce qu'on veut faire oublier, que les Kurdes, que Erdogan dont Erdogan parle avec mépris en les qualifiant de terroristes, dans une invraisemblable inversion des rôles, parce que ceux qui ont chassé les terroristes, libéré des territoires entiers, en Syrie, en Irak, c'est bien nos frères et nos sœurs kurdes. C'est l'humanité qui a été sur place avec notre journaliste Pierre Barbancet pour faire la clarté là-dessus. Sans l'humanité, qui relayerait avec une telle constance, non pas à partir de postures, mais en démontrant le valeureux combat du peuple palestinien? Qui pourrait s'appuyer sur un journal aussi important que celui-là aujourd'hui, si on laissait faire un certain nombre de forces qui s'intéressent à l'humanité? Oui, je peux vous dire, sous le sceau de la confidence, qu'il y a dans ce pays des forces économiques qui ont beaucoup d'argent et qui nous mènent la vie dure, dont la confidence m'interdit de tout dire devant vous, mais qui quand même, vous devez le savoir, visent à vous déposséder de votre journal, vous le mouvement syndical, vous les progressistes, vous le mouvement internationaliste, humaniste et démocratique, vous les associations, vous les intellectuels que nous relayons chaque jour et chaque fin de semaine dans l'Humanité des débats, dans nos journaux. Par conséquent, si eux sont intéressés par l'humanité, tout en voyant nos défauts, nous-mêmes, Patrick Appelmüller, qui est directeur de la rédaction, il sait bien que nous ne sommes pas parfaits, nous ne pouvons pas être parfaits. On nous enlève des moyens, on nous tient, on nous prend par la gorge, on nous interdit d'avoir l'argent pour faire des reportages. Même on m'a dit la semaine dernière, je n'étais pas au courant de ça, mais j'en apprends tous les jours, qu'on a empêché des reporters d'aller à Montpellier parce que nous n'avons pas pu payer le billet de train. Je ne parle pas des billets d'avion. Nous ne pouvons plus aller à l'étranger. Et quand nous y allons, ce sont des amis qui nous aident, qui nous financent. Oui, nous sommes pris à la gorge. Et si ça intéresse nos ennemis à ces points, je n'ai qu'un mot à vous dire. Il faut que ça nous intéresse, nous aussi, et il faut défendre nos journaux comme la prunelle de nos yeux, même si on a des remarques, même si on a des critiques, et nous en avons tous les jours, nous les premiers. Mais avec plus de moyens, plus d'abonnés, plus de lectrices et de lecteurs, nous gagnerons notre indépendance, car nous avons à regagner notre totale indépendance contre ceux qui veulent nous avoir. Chers amis, je termine en vous disant que je veux honorer ici, parmi vous tous, un ami, un camarade du département de la Gironde, José Beina, qui vient d'avoir 80 ans, qu'il va fêter sur la fête de l'Humanité. Mais, viens là, José, mais est-ce que vous le savez, j'ai tout à l'heure interrogé longuement mon ami Julien Lauprette pour lui dire « tu es à ta combienième fête ?» Il n'a pas pu me répondre avec beaucoup de précision. Mais lui, ce José, il en est à sa 54e fête de l'Humanité.
Et donc, chers amis, chers camarades, vous toutes et tous qui êtes ici, par-delà nos opinions, nos sensibilités, nos parcours, et ce qu'on va faire sur la fête, eh bien, c'est un bel exemple, ce José. Et puis, j'ai remarqué tout à l'heure, et j'ai demandé confirmation au médecin, 54 fêtes de l'humanité, ça le tient dans une forme olympique. Donc, chers camarades, je vous souhaite, avec José et avec tous mes amis qui sont ici, qu'on fasse encore, chacune et chacun, 54 fêtes à venir, parce que nous savons désormais que ça maintient en forme, malgré parfois quelques pluies la nuit, mais il va faire très beau, dites-le à vos amis qui n'ont pas encore pris leur bon d'entrée. Et avec des amis, des camarades comme lui, nous sommes sûrs, nous allons ouvrir ensemble de nouveaux chemins d'humanité. Bien, merci à vous tous d'être venus si nombreuses et nombreux à cette inauguration et merci à Patrick Loléric. Et je vous invite maintenant à rejoindre le bar qui est derrière vous au fond de la salle de l'Agora pour fêter donc cette 83e fête de l'humanité.